Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. La naissance d'un enfant est un tremblement de terre, m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué. Mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. J'ai reçu aujourd'hui Anne-Sophie, qui a accouché de son bébé en siège au mois de décembre. Son bébé a manqué d'oxygène, soit pendant le travail, soit pendant l'accouchement. Elle a vécu avec son mari l'horreur de voir leur petit Léonard partir en réanimation pendant plusieurs jours, sans avoir de message d'espoir de l'équipe médicale, suspendu aux lignes des écrans de suivi. Aujourd'hui, Léonard va bien. Anne-Sophie nous raconte ce que ça fait d'être ce petit pourcentage pour qui la naissance n'est pas un moment de bonheur, mais d'angoisse. Son témoignage m'a bouleversée. J'espère qu'il vous touchera autant que moi. Pour les femmes enceintes ou les futurs pères qui l'écoutent, la plupart des parents ne vivront jamais une telle expérience. Voici l'histoire d'Anne-Sophie et Lucas, avec un message d'espoir. Léonard aujourd'hui a 3 mois et il se porte bien. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Merci de me recevoir Clémence. Je suis ravie que tu participes. Tu as une histoire assez particulière. On va l'écouter au fur et à mesure. Est-ce que tu peux commencer par ta grossesse ? Ta présentation en fait. Je pars direct. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Ouais, donc je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 33 ans, je suis la maman du petit Léonard, son papa s'appelle Lucas et je suis architecte. Donc voilà, le petit Léonard est né le 7 décembre 2020 et il a maintenant quasiment 3 mois. D'accord. Ta grossesse s'est passée de manière normale ? Ouais, très 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 normal. Voire une super grossesse que j'ai trop bien vécue alors que c'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement. Je me souviens des premières semaines où j'étais plutôt très énervée de voir mon corps se déformer. J'avais pas envie de prendre du ventre. Les gens autour de moi me disaient mais tu vas voir, c'est une sensation magnifique et moi je voyais qu'une chose, c'était l'arrêt du sport et le fait de prendre du bide. Donc j'étais pas vraiment pressée de voir la grossesse arriver en moi et en fait quand ça se dessine vraiment c'est magnifique et ça te plonge dans un état totalement presque onirique. Tes pensées deviennent plus claires en quelque sorte parce que t'as plus qu'une seule chose qui devient prioritaire et ça fait, je trouve que ça met un peu d'ordre dans ta vie aussi parce que tout le reste paraît un peu plus superficiel et un peu moins important que cette petite chose qui se développe en toi, quoi. Vous saviez que c'était un garçon ? Ouais, on savait que c'était un garçon. On l'a su super tôt. On l'a su à la première écho aux 3 mois. C'était hyper clair pour l'échographe et d'ailleurs c'est un peu le premier vrai rendez-vous médical qu'on a eu parce que du coup j'ai appris que j'étais enceinte le week-end de Pâques 2020, donc c'était au tout début du confinement et donc les premiers mois je les ai vécus seule avec Lucas dans mon appartement avec un suivi gynéco en visioconférence et c'est tout. Donc, ah oui, rien d'autre. Rien d'autre. Donc je me disais je pensais que les femmes enceintes étaient beaucoup plus monitorées, suivies, qu'il y avait beaucoup de choses à suivre et en fait à part arrêter la charcuterie et l'alcool, il y avait rien à faire et c'était aussi bien comme ça, quoi. Et donc tu arrives très en forme jusqu'à la fin de ta grossesse ? Ouais, très en forme. Du coup,
Enfin, le seul petit bémol qu'il y a eu, c'est à la 3e écho, où l'échographe nous a annoncé que le bébé était en siège. On savait pas trop ce que ça signifiait pour le moment, et ça nous inquiétait vraiment pas du tout. Et donc à partir de là, on peut faire différents processus pour essayer de le remettre la tête en bas. Il y a l'acupuncture, l'ostéopathie et l'aversion, qui est un procédé où on essaye de le retourner en appuyant, en faisant des palpations plus ou moins violentes et douloureuses, quoi. Enfin, c'est pas une partie de plaisir. Ouais. Après, bon, c'est pas si horrible que ça, mais donc toi tu l'as vécu. Mais ouais, j'ai tout fait. Du coup, j'avais quand même plutôt envie qu'ils se remettent la tête en bas, d'essayer un accouchement normal, et ça me faisait pas du tout peur d'essayer de le retourner un peu par tous les moyens, même en l'accompagnant un peu. Je le sentais quand même bouger tous les jours dans le ventre, mais vraiment apparemment les dernières semaines il a vraiment pas bougé de position. Il est resté... je sentais sa petite tête sur le côté gauche et ses petits pieds sur le côté droit en bas. Ah oui, tu sentais où était la tête? Je savais où était la tête, ouais. C'est drôle, moi j'ai jamais su. Je cherchais à savoir et j'ai jamais compris. Ben après c'est peut-être l'échographe qui m'a dit sa tête est là, et après je continue à faire attention et je la voyais vraiment dépasser. Parfois je me réveillais le matin en disant je crois qu'il a bougé, et en fait non, sa tête était quand même encore là. Enfin voilà, je me trompais un peu, mais je finissais par repérer un peu. Et après ça, tu as accouché combien de temps après? Et après ça, j'ai accouché, je pense 2 semaines après. D'accord. Donc le processus après l'aversion, du coup, c'est de refaire le point sur le fait que l'enfant soit en siège. Donc il y a plusieurs types de sièges. Il peut avoir les jambes croisées en tailleur. Dans ce cas-là, c'est plus difficile pour accoucher. Une jambe en haut, une jambe en bas. Là, c'est encore plus complexe. Ah oui. Moi, il avait les 2 jambes relevées au niveau de la tête, ce qu'on appelle un siège décomplété, et ce qui est plutôt favorable pour accoucher. D'accord. Donc ça, c'est une première case de cocher en quelque sorte. Ensuite, on te demande de faire une radio du bassin pour voir si ton bassin est assez large. Parce que en sortant par les fesses, c'est beaucoup plus large qu'une tête, c'est ça? Du coup, c'est plus... Et ben pas du tout en fait. Je me disais oula, il va sortir les fesses en bas et ses cuisses contre son ventre, donc ça va être énorme à sortir. Et en fait, on te dit que ça c'est plus petit qu'une tête, mais on fait la radio du bassin pour mesurer plutôt l'écartement des hanches par rapport à la taille du crâne. Et surtout pour voir si la tête va pas coincer à la fin. D'accord. Et donc voilà, donc je fais la radio du bassin qui doit être complétée par une échographie que je fais à la maternité. Et quand on compare les deux, tête plus bassin, on me dit ça passe largement. D'ailleurs mon copain Lucas avait commencé par dire ah bah toi c'est mort, t'as des hanches toutes fines, ça passera jamais. Et en fait ça je joue pas du tout à ça. Enfin c'est de toute façon c'est une comparaison entre les deux. Ouais. Et en plus moi j'avais un bébé assez petit, ils avaient estimé qu'il faisait 2,6 kg, donc ça passait largement. Les médecins de la maternité m'ont dit bon, vous avez tous les éléments pour accoucher en siège. Malgré tout, c'est un accouchement qui présente un petit risque, donc on te laisse le choix de décider si tu veux une césarienne ou pas. Enfin, en fait, le fait qu'on me laisse le choix à ce moment-là m'a beaucoup perturbée, parce que j'ai toujours eu pour habitude de m'en remettre au corps médical. Je suis pas du tout angoissée ni hypocondriaque. J'ai de la famille médecin, mes 2 parents, ma sœur sont médecins, et en général, quand on me dit quelque chose, je m'exécute. Enfin, je vais jamais à l'encontre d'un avis médical, et là, le fait qu'on me laisse choisir. J'ai pas forcément compris pourquoi, parce que j'aurais préféré qu'on me dise qu'est-ce qu'il fallait faire. Ouais, ce qu'on me recommande. Et donc là, je pense qu'on était à ce moment-là, quand j'ai fait tous les bilans, on était à 1 mois avant le terme. Et là, on m'a dit
en fait, vous devez décider sous 10 jours maximum ce que vous voulez faire, parce que si jamais on choisit la césarienne, ça va être 2 semaines avant le terme. D'accord. Donc là, je venais de commencer mon congé mat, je me disais ah cool, j'ai encore un mois devant moi pour attendre l'arrivée du petit chou et en fait du coup je me retrouve aussi bouleversée dans cette temporalité en me disant mais potentiellement j'accouche dans 2 semaines et pas de la même manière donc voilà, je suis rentrée dans un mode un peu introspectif à retourner le truc dans tous les sens dans ma tête. Tu regardais sur internet? Je regardais des tonnes d'épisodes de la maison des maternelles, ah ouais. de comparatifs de césariennes, accouchement par voie basse. J'ai appelé toutes mes copines qui avaient fait des césariennes ou accouché en siège. Enfin, j'essayais de récupérer un peu toutes les infos que je pouvais autour de moi parce que c'est vrai que pendant cette période-là, du coup, j'ai pas eu l'impression d'avoir été beaucoup renseignée par le corps médical. En gros, j'ai été à la maternité, ils m'ont dit tout est ok pour accoucher par voie basse, mais après ils m'ont renvoyé chez moi en disant on vous laisse réfléchir et débrouillez-vous avec ça. Les questions sont arrivées après et t'avais pas les réponses. Du coup, ouais, j'avais rendez-vous une semaine plus tard. Quand je suis retournée à la maternité, j'ai vu ce gynécologue une dernière fois et j'étais encore en train d'hésiter. Et là, je lui ai dit, je suis un peu cartésienne, je suis pas forcément hyper tête brûlée et donc je lui ai dit, je pense que je penche un peu plus pour la césarienne. Et là, il m'a regardé, l'air de dire. Oh c'est dommage. Pourtant vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour accoucher par voie basse. Vous êtes vraiment sûr? Et du coup je l'ai regardé interloqué et j'ai dit je vais encore réfléchir. Et du coup il m'a dit ok vous avez 1 semaine pour réfléchir, donc je vous donne mon numéro de portable et vous m'appelez. D'accord. J'avais beau retourner le problème dans tous les sens, je trouvais pas une vraie réponse parce que en fait il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Il y avait ce côté césarienne égale sécurité extrême pour le nouveau-né, mais il y avait un côté moins spontané et puis il y a aussi un avantage à ce que le bébé arrive par les voies naturelles parce que pendant son chemin il va récupérer des microbiotes qui vont lui développer ses anticorps. Enfin, c'est pas fait pour rien aussi que l'accouchement se passe comme ça. Il y avait aussi le côté rémission d'une cicatrice de césarienne dans les mois qui suivent l'accouchement qui m'inquiétait un petit peu. Les pourcentages de sièges, c'est 4%, je crois. Et dans ces 4%, il y en a 2 qui choisissent césarienne et 2 qui choisissent voie basse. Et malgré tout, dans les 2% qui choisissent voie basse, il y en a quand même la moitié qui partent en césarienne d'urgence parce que ça se passe pas très bien. Enfin, le fait qu'on me laisse le choix, finalement, c'était aussi parce qu'il y avait une notion de risque qu'il fallait que je considère, mais qui était un peu sous-entendu. Oui. Ouais. Personne m'a dit attention, il y a des risques de complications en cours d'accouchement. Donc voilà. Donc tu as appelé ton gynéco et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai appelé mon gynéco. Je pense que c'était le 5 décembre, donc 2 jours avant la date limite où il m'avait dit de l'appeler et je lui ai dit allez, ok, j'accouche par voie basse. Alors comment ça s'est passé l'accouchement? Du coup, le travail s'est déclenché naturellement. J'étais chez mes parents en banlieue. Je me suis réveillée le matin un peu, peut-être un peu plus patraque, mais ça allait. On a déjeuné. À la fin du déjeuner, je commençais un peu à avoir un petit mal de ventre, mais très mignon. Après l'après-midi. Ça s'accentue un peu, mais gentiment. J'étais avec mes parents, avec Lucas, sur le canapé. Je commençais à m'allonger un peu en demandant à ma mère, qui est gynéco, à quoi ça ressemble des contractions, juste comme ça, dis-moi. Elle me dit c'est un peu comme des douleurs de règles. Je fais ouais, j'ai un peu des petites douleurs, mais gentiment. Puis finalement, la fin d'après-midi approche. Ça commençait un peu à me faire mal, mais rien de très alarmant. Et on commence à projeter de rentrer à Paris.
on était en train de faire des courses pour l'appartement, on venait de faire ramener la cheminée, Lucas me propose d'aller chez Castorama acheter du matériel pour faire du feu. Et là, je dis non, on va plutôt rentrer à la maison en lui faisant des gros yeux. Je pense qu'il a commencé à comprendre. D'ailleurs, il est reparti de chez mes parents avec du matériel pour faire du feu. Ce qui est drôle, c'est qu'on est arrivé à la maternité avec ces outils une heure plus tard. Pendant le trajet, je prends mon téléphone et je commence à regarder les minutes passées. Et là, je commence à chronométrer et voir que c'est... L'espacement entre les contractions. Ouais, voilà. J'avais mal toutes les 5 minutes. Donc, je commence à réaliser que c'était donc ça, des contractions. Donc, on a changé la destination. On est arrivé à la maternité. Et du coup, on m'a monitoré, on m'a dit c'est parti, votre travail commence. Là, on m'a proposé soit de marcher, soit de prendre un bain, soit de me poser une péridurale. Je croyais pas vraiment que j'étais en train d'accoucher, j'avais envie de connaître un peu plus ce que c'était que cette douleur de contraction. J'ai choisi d'abord de marcher. Ça n'a pas du tout fonctionné, je pouvais plus marcher en fait, donc j'ai choisi l'option bain. Ça m'a pas forcément très bien relaxée, je pense que je suis restée 1 heure péniblement dans un bain d'eau chaude, mais en fait chaque contraction devenait vraiment difficile, donc là j'ai demandé la péri. Au bout d'un quart d'heure de péri, je ressentais plus aucune douleur, j'allais très bien. Là, les sages-femmes ont conseillé à Lucas d'aller récupérer la valise de maternité à la maison, redéposer ses outillages de feu de bois, manger un petit morceau car la nuit allait être longue parce que du coup il était environ 22 heures. Et puis voilà, laisser le travail se faire correctement en salle. J'ai perdu les os toute seule en salle de travail. J'ai explosé de rire, j'étais toute seule sur mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Lucas en disant rupture de la poche. Et il m'a répondu en disant ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que ça suit son cours et que tout va bien. Donc voilà, le travail s'est fait en temps normal. Je sais plus en combien de centimètres on doit prendre par heure. Je crois que c'est 1 centimètre par heure, mais bon, tout suivait son cours jusqu'à ce que qu'on arrive à la dilatation complète et que du coup on m'envoie au bloc parce que de toute façon pour les sièges c'est toujours au bloc au cas où on est à partir en césarienne d'urgence. Et en plus quand t'accouches en siège t'as un joli comité d'accueil, il y a pas mal de monde qui est là autour de toi, t'as la sage-femme, infirmière, interne, gynéco, anesthésiste, voire les stagiaires qui traînent par là parce que ils voient pas beaucoup de sièges dans l'année. Et après j'avais vraiment l'impression d'avoir une super équipe autour de moi parce que dès le début de la nuit, on nous avait dit que j'étais la seule dans le service. Donc j'avais été super surveillée pendant le travail, pendant et après. Et donc l'accouchement se passe relativement bien, je n'avais pas de douleur, j'apprends à pousser, on me dit que ça suit son cours normalement. Donc quand t'accouches en siège, au début tu dois faire les efforts expulsifs entièrement seul. Les médecins n'ont pas le droit de toucher le bébé avant que son nombril soit sorti. Je pense que les premières poussées marchent pas forcément, mais je finis par bien y arriver. On entendait le rythme cardiaque pendant tout le début. La sage-femme était adorable et me motivait, me disait que tout allait bien. Il y avait Lucas aussi qui m'encourageait super bien comme un coach. Voilà, tout suivait son cours normalement. Ensuite, il y a eu cette petite période où on entendait peut-être un peu moins bien le signal du rythme cardiaque. Donc j'entendais la sage-femme qui demandait à l'infirmière de monter le son parce que je pense qu'il y a un moment où quand le corps commence à sortir, du coup, les électrodes qui sont posées sur ton ventre ne donnent plus le bon signal. Donc, il y a un moment où tu passes un petit peu plus à l'aveugle. Le gynéco a recours à des manœuvres qui sont normales dans les accouchements en siège. D'abord pour faire passer les épaules. Donc, il me semble qu'ils le font
passer une épaule d'abord, puis il le retourne pour faire passer l'autre épaule. Et ensuite, pour faire sortir la tête, on retourne le bébé, le ventre face à mon ventre pour le suspendre par les pieds pour faire sortir la tête. D'accord. Je pense que le plus long a été de faire sortir les fesses jusqu'au nombril et après la fin c'est super rapide. Ce qui s'est passé à la fin, donc je pense juste avant les manœuvres, la sage-femme nous avait regardé avec Lucas en disant ne vous inquiétez pas, c'est fort possible que quand votre bébé sorte, on l'emmène en salle de soins. Je pense qu'elle savait qu'en siège ça arrivait souvent, mais peut-être que quand elle avait entendu des petits trous dans le rythme cardiaque, elle se doutait qu'il allait pas être en forme. Elle nous a dit c'est très fréquent dans les accouchements en siège, souvent ils sont un peu sonnés quand ils arrivent. Donc c'est vrai que là quand il est sorti, il a pas pleuré, mais il était pas inanimé, on me l'a posé sur le ventre peut-être 5-10 secondes. Il a fait un petit son de voix, c'était un moment assez magique mais en même temps super court. Quand il y a un son de voix, il respirait. Ouais, et il respirait, peut-être qu'il était en train de reprendre sa respiration, je me souviens d'un espèce de son comme... donc bon, en même temps, moi, ça m'a pas inquiété sur le moment, ça me faisait plutôt plaisir d'entendre un petit son. J'avais l'impression que du coup, la vie était là. Donc Lucas a coupé le cordon en 2 temps 3 mouvements, et là, il est parti en salle de soins immédiatement. Pendant que je reprenais mon souffle. Donc voilà, l'accouchement s'est terminé avec un enthousiasme général, tout le monde qui disait super, ça s'est trop bien passé, vous avez fait ça en 20 minutes, bravo, enfin tout va bien. Tout s'est passé nickel. Ouais. Le gynéco est parti rejoindre donc le petit Léonard en salle de soins. Il est revenu en me disant bon je suis allée voir Léonard. Il a les joues roses, il respire. On le laisse juste là pour le nettoyer puis pour lui faire quelques prélèvements, mais tout va bien. D'ailleurs, le papa, si vous voulez m'accompagner pour aller le voir, n'hésitez pas. Donc voilà, Lucas va le rejoindre pendant que qu'on me remet sur un brancard pour retourner dans ma salle de travail pour me faire surveiller après m'être fait recoudre. Donc voilà, à ce moment-là, j'étais plutôt sereine, heureuse. Ça m'a pas déchiré le cœur de pas l'avoir avec moi à ce moment-là. Je me disais que j'allais le retrouver dans peu de temps. Et donc là, on retourne en salle de travail pour toute cette période de surveillance entre guillemets. En gros, c'est vrai, je savais pas trop, mais 2 ou 3 heures après l'accouchement, on te laisse dans une salle et on vient te voir tous les quarts d'heure ou tous les demi-heures pour prendre ta tension et regarder que tout se passe bien, que tu fais pas d'hémorragie, que tout va bien. Donc là, c'est vrai que les minutes sont un peu décousues, je vois pas forcément le temps passer. Puis en même temps, j'avais accouché à 4 heures du matin, donc c'était le milieu de la nuit. Je pense que je m'assoupissais un petit peu. Et puis Lucas aussi venait s'allonger à côté de moi, puis aller retourner voir Léonard. Voilà, il me montrait des photos de lui qui était dans une couveuse, mais qui avait pas d'assistante respiratoire. Il avait juste un petit tube dans la bouche pour l'aider à s'oxygéner, mais il respirait quand même de façon naturelle, donc ça c'était pas trop inquiétant. Puis au bout du 3e aller-retour que Lucas faisait, je commençais à avoir un petit peu l'inquiétude dans ses yeux. Il avait un peu les larmes aux yeux, puis moi aussi ça commençait à me turlupiner qu'on le laisse aussi longtemps loin de nous. Et d'ailleurs, la sage-femme qui avait toujours été super présente pendant le travail revenait moins nous voir. C'est pas parce qu'il y avait des mauvaises nouvelles, c'est plutôt parce qu'il y avait d'autres accouchements qui venaient d'arriver et qu'elle était moins dispo. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est resté peut-être quand même 3-4 heures un peu sans nouvelles comme ça. Ah oui, c'est long. Ouais, c'est long. On savait que 1 heure après l'accouchement, on lui avait fait des prélèvements et qu'ils étaient pas top. Mais on nous avait dit que ça pouvait être lié à l'accouchement et qu'on attendait 2 heures de vie pour refaire des prélèvements. Et là, les prélèvements de 2 heures ayant été faits, on attendait les résultats.
Et là, on est venu nous annoncer, peut-être à 3 heures après l'accouchement, que les résultats étaient ça s'était pas amélioré sur le niveau de confort. Donc là, on a commencé à nous parler de le transférer dans un service. Et on nous a dit, faut qu'on fasse analyser les résultats par la pédiatre. C'était quoi comme analyse ou comme résultat? Alors, je crois que c'était le score d'Apgar. Oui. Apgar, qui doit être la synthèse des tests cliniques, des réflexes archaïques, de succion, de marche du nourrisson, d'état de tonicité globale. Et puis il y a aussi des prélèvements médicaux sur le cordon qui témoignent des bons échanges d'oxygène qui ont eu lieu entre le fœtus et le placenta durant les dernières heures. Et ce taux était pas bon du tout, ce qui laissait présager d'un manque d'oxygène pendant les dernières heures, donc soit pendant l'accouchement, soit pendant le travail. À ce moment-là, vous étiez à l'hôpital ? Ouais, on était à l'hôpital, à la maternité où j'ai accouché, qui était un type 3. Et d'ailleurs, on m'avait beaucoup demandé pendant ma grossesse pourquoi j'avais choisi un type 3. Donc type 3, c'est le plus médicalisé possible. Ouais, c'est ça. Et sachant que j'avais aucun mauvais antécédent, que ma grossesse était pas du tout à risque. Mais moi, comme je suis pas du tout une aventurière, je m'étais dit, s'il y a un hôpital qui est le plus équipé possible, autant choisir celui-là, au cas où il y ait un souci. On sait jamais. Et pour le coup, j'avais fait le bon choix. Parce que là, on a commencé à nous parler d'un transfert. Donc, je pense qu'il y a un service un peu soft qui s'appelle mère-enfant, qui est au service suite de couche normale, soit en néonatologie, soit en soins intensifs, soit en réanimation. Et donc là, 3 heures après l'accouchement, on nous dit qu'ils doivent faire un choix entre ces 4 services. Et on vient nous annoncer qu'ils ont choisi la réanimation. Donc le plus grave. Le plus grave, ouais. Ouais. Donc ça signifiait que les résultats étaient pas bons du tout, quoi. Donc je pense que c'est là que on a tous les deux avec Lucas réalisé qu'en fait non, ça se passait pas bien et que notre petit bout était vraiment pas en forme. Ce qu'on n'avait pas réalisé jusque-là, il était peut-être 9h du mat et on était encore complètement sur une petite planète. Donc avant de le transférer dans ce service, la pédiatre nous l'a amené dans ma salle pour que je puisse le voir, parce que je l'avais pas vu depuis l'accouchement. Donc elle nous l'a apporté sous une couveuse pour me montrer qu'il était quand même vivant, qu'il bougeait, qu'il avait une bonne couleur. Il était sous cette petite bulle en plastique, mais il était quand même animé. Ce qui m'a rassurée et fait complètement pleurer, quoi. Et donc le temps qu'on me remette sur un siège roulant et puis lui qu'on l'installe en réanimation, il était peut-être 10h du matin. Là, la sage-femme nous a dit qu'on pouvait soit aller s'installer dans ma chambre, soit aller le voir en réanimation, en nous disant que ma chambre était au 5e, que lui il était en réanimation, qu'il fallait prendre l'ascenseur, monter au 4e, faire un code pour entrer dans le service. Là, on comprenait plus rien. Ouais. Même Lucas, qui avait plus ou moins les idées un tout petit peu plus claires que moi, peut-être était largué par ses explications. Donc la sage-femme a été adorable. Elle a vu qu'on était perdus et elle a décidé de nous accompagner jusqu'au service de réanimation, parce que effectivement, tu dois prendre un ascenseur dans une maternité que tu connais pas. Tu traverses l'hôpital. Rentrer dans ce service. C'est très impressionnant, la réanimation, en plus. Ouais, et puis c'est arrivé devant une porte fermée où il y a un téléphone digicode où il faut faire un code pour rentrer. Là, quelqu'un décroche et puis il faut dire bonjour, je suis la maman de Léonard pour rentrer. Enfin, c'est hyper codifié en fait. Heureusement qu'elle nous a pas laissé y aller tout seul, parce que je crois qu'on serait jamais arrivé. Et puis là, on est arrivé, je pense à 10h dans ce service de réanimation, où t'as un grand couloir et puis chaque enfant a une salle avec une petite ardoise où est marqué son nom.
Et c'est le chef de service qui nous a accueillis, heureusement d'ailleurs, parce que il y a tellement d'infirmiers, de puéricultrices, de monde dans ces services que parfois pour choper le médecin c'est difficile. Donc là il était là pour nous accueillir et pour nous expliquer ce qui se passait. Et c'est vraiment là qu'il nous a expliqué ce qu'ils étaient en train de faire. Donc ils venaient de mettre en place le système d'hypothermie néonatale qui consiste à envelopper le nouveau-né dans des couvertures froide, donc refroidi à 33 degrés. Enfin, peut-être que les couvertures sont encore plus froides, mais le but c'est de faire arriver la température du nourrisson à 33 degrés pour ralentir tous les échanges de son corps, notamment les échanges sanguins et d'oxygène, pour le mettre en pause en quelque sorte, pour faire en sorte que s'il a manqué d'oxygène pendant l'accouchement, qu'il n'y ait pas de court-circuit en quelque sorte qui se crée dans son cerveau surtout. C'est surtout pour éviter les séquelles neurologiques qu'on fait ça. Donc pour éviter qu'il y ait des cellules qui se nécrosent ou qui s'abîment, et pour éviter que durant les heures qui suivent, il y ait des séquelles supplémentaires. D'accord. Donc c'est vrai que c'était très bien qu'on soit sur place parce qu'il a été pris en charge 4-5 heures après l'accouchement, et c'est dans ces cas-là que c'est efficace. Donc voilà, on nous explique qu'il va être plongé en hypothermie pendant 3 jours. C'est le procédé, c'est tout le temps 3 jours, 72 heures. Que pendant ces 3 jours, il va pas se passer grand-chose. Qui va être perfusé de morphine pour pas ressentir la douleur, et qui va être nourri par sonde gastrique avec un fil qui lui descend dans la gorge. Donc là, voilà, il avait des câbles partout, donc qui lui rentrait dans les veines pour la morphine, des électrodes pour surveiller son rythme cardiaque, son rythme respiratoire. Sur la poitrine, sous le pied, dans le poignet, une sonde dans la bouche. Heureusement, le seul truc qu'il avait pas, c'était d'aide respiratoire. Donc là, on était quand même content qu'il arrive à respirer. Et bon, voilà, quand le médecin nous explique ça, on est sous le choc, on est effondré, et aussi on se dit qu'on sait pas comment on va réussir à vivre ces 3 prochains jours, quoi. Il bougeait pas à ce moment-là? Si, il était dans une petite couveuse à l'air libre. Enfin, je veux dire, il y avait juste un bac avec 4 bords, mais on pouvait le toucher. D'accord. Il avait pas les yeux ouverts, mais je pense qu'il avait les membres qui bougeaient un peu au ralenti, comme s'il pédalait un peu avec les mains et les bras dans le vide. Donc bon, ça allait. On n'avait pas l'impression qu'il était dans le coma. Mais il était comme dans un rêve un peu évasif, quoi. Et on nous a dit que ça allait être comme ça un peu pendant 3 jours, parce que ça les met un peu dans les vapes, quoi. Et puis en plus, on pouvait pas le prendre dans les bras, parce que le prendre dans les bras, c'est le réchauffer. Ah oui. Donc le pot à pot, tout ça, c'était pas du tout envisageable. À la limite, on pouvait 3 à 4 fois par jour faire les soins, ce qui était quand même énorme pour nous, pour rentrer dans notre rôle de parents, c'est-à-dire changer sa couche, nettoyer ses petits yeux, ses petites oreilles, et le cordon. Et le cordon, voilà. Mais c'était quand même hyper important pour nous de faire ça, parce que sinon on n'aurait vraiment pas su comment occuper nos journées. Parce que là, pendant ces 3 jours, donc t'étais dans ta chambre. Ouais, donc voilà. Te remettre toi aussi physiquement de cet accouchement. Bah oui, c'est ça. À 10h du mat, du coup, ils nous ont dit allez-y, allez dans votre chambre. Et on est arrivés tous les deux dans ma chambre. Heureusement, Lucas a eu le droit de rester avec moi dans cette chambre, et de dormir avec moi aussi la première nuit et les suivantes, parce que vraiment, j'aurais vraiment pas pu supporter ces journées et ces nuits toute seule. Et on avait le droit d'aller le voir tous les deux en salle de réanimation. La première journée, on a d'ailleurs prévenu presque personne de la naissance, parce que c'est à peine si on nous avait dit si le risque vital était engagé ou pas. Enfin, au début, on savait même pas si tout allait bien se passer après ces 3 jours ou pas.
Donc on avait prévenu, je crois, juste nos parents et nos frères et sœurs. Même pas, je crois que moi j'ai prévenu que ma maman. Bah ça a été les 3 jours, c'est un peu... Ça a été très très long comme 3 jours parce que t'es déconnecté de tout ce qui peut se passer sur la planète. En même temps, t'es heureux parce que t'as quelque chose de merveilleux qui est arrivé dans ta vie, et en même temps, t'es dans l'attente d'un diagnostic, d'un résultat, d'une évolution que personne ne veut te donner parce que y a aucun diagnostic médical qui peut sortir pendant ces 3 jours. On lui faisait des tests sanguins, on lui faisait quand même des petits électroencéphalogrammes. Donc nous, on se raccrochait à toutes ces petites choses concrètes et médicales et mathématiques auxquelles on pouvait se raccrocher parce que on cherchait à se raccrocher à quelque chose dans le temps. Et dès qu'on avait des résultats, en fait, les médecins nous donnaient peu d'espoir parce qu'en fait, les électroencéphalogrammes, on nous disait ils sont ni bons ni pas bons. Donc on disait ah bon, mais ça veut dire que ça va pas mieux. On disait non, mais en fait, de toute façon, il est en hypothermie, donc il est au ralenti, donc les échanges peuvent pas se faire normalement. Donc un EEG mauvais en hypothermie, ça ne peut rien dire. Donc, tu peux même pas te raccrocher à ça. Voilà, on se demandait à quoi ça servait de les faire, si c'était pour nous dire c'est mauvais mais ça sert à rien. Mais bon, voilà, on a passé beaucoup de temps sur un siège à le regarder et à pas faire grand chose. Moi, j'avais une petite occupation qui m'a quand même aidée à passer le temps sur ces 3 jours, c'était de tirer mon lait. Parce que du coup, il était nourri à la sonde, enfin avec du lait en poudre pendant les tout premiers jours, mais on pouvait quand même lui donner mon colostrum qui est hyper important pour lui fournir les anticorps nécessaires. Et puis moi je me disais j'avais vraiment pas du tout choisi d'allaiter avant d'accoucher, je savais pas du tout comment j'allais vivre la chose une fois qu'il serait là, mais voilà, pendant ces 3 jours c'était vraiment la seule et unique chose que je pouvais faire, donc il y avait même pas de questions qui se posaient. J'avais mon petit tire-lait toutes les 3 heures et ça me rythmait un peu mes journées. Je le faisais même dans la salle à côté de lui. Et le lait pouvait lui être... Et le lait pouvait lui être administré en seringue. D'accord. Et d'ailleurs, les infirmières pouvaient voir que quand on lui donnait ce lait-là plutôt qu'un autre, il y avait moins de résidus dans son estomac, donc c'est que il le digérait mieux et que ça lui faisait a priori du bien. Donc voilà, je me disais si ça peut jouer un tout petit peu, c'est super. Voilà, les 3 jours ont fini par passer. On n'avait bien sûr aucune visite possible, et en même temps, on n'avait pas forcément envie que les gens viennent nous voir nous sans pouvoir voir Léonard, et on n'avait aucun sujet de conversation à part vraiment parler de la pluie et du beau temps, ou alors pleurer si on parlait de Léonard. Donc voilà, c'était un peu dur de faire passer le temps, et en même temps on pouvait pas passer toute la journée dans cette salle horrible avec des bips affreux, et puis d'autres enfants en réanimation à côté avec certainement plein d'autres cas cliniques assez inquiétants. Voilà, c'est un univers assez anxiogène. Donc on faisait des allers-retours entre ma chambre là-haut où je me faisais aussi suivre, je savais plus trop pourquoi on me regardait moi, parce que finalement j'avais l'impression que je m'en étais plutôt très bien sortie par rapport à Léonard, et que j'avais pas besoin de soins particuliers. Donc moi je remontais surtout pour grignoter mon assiette d'hôpital, et puis me redonner des forces pour pouvoir allaiter et vite retourner en bas. Et puis on a essayé de se changer un tout petit peu les idées. On a appris à jouer aux échecs pendant ces 3 jours parce que c'était vraiment le seul truc qui permettait de pas penser, et puis de pas parler de sujets
Vous en saviez rien en fait? Non, on savait rien. On n'avait ni du positif ni du négatif, donc fallait juste attendre et c'était ça le plus difficile. Fallait juste se mettre en pause, regarder le jour se lever et se coucher et puis dormir si on y arrivait. Et est arrivé le 4e jour où on nous a dit que c'était le jour du réchauffage, qu'on attendait un peu comme le jour où tout allait se passer. Donc on nous avait dit voilà, ce jour-là on va le réchauffer et puis en fonction de comment il réagit, on verra ce qu'on fait. Donc c'est difficile d'arracher des mots aux médecins dans ces cas-là parce que ils ont totalement raison, mais personne veut nous parler des possibilités, qu'elles soient positives ou négatives, parce que ça sert à rien de poser des mots sur ce qui n'existe pas encore. Donc on savait absolument pas ce que ça voulait dire. On verra ce qui va se passer et on saura peut-être pas ce qui pouvait mal se passer parce que finalement, ça s'est bien passé. Donc, je crois qu'on le réchauffe de 0,5 degrés toutes les heures, donc ça prend la journée. Donc là, on a passé toute la journée en salle avec lui. Il s'est réveillé progressivement. On l'avait déjà vu ouvrir un peu les yeux, mais ce jour-là, il a vraiment beaucoup plus ouvert les yeux. Et je vais pas dire qu'il faisait des sourires, mais il avait l'air éveillé et il avait un bon comportement. Tu l'as un peu découvert là alors. Voilà, donc on a un peu fait sa connaissance et surtout à la fin de la journée, on l'a tous les deux pris contre nous en peau à peau. Enfin. Ouais. Et là c'était une super récompense quoi. Donc voilà, on était super contents et toujours dans l'attente de nouvelles étapes de diagnostic parce que notre inquiétude à ce moment-là, c'était on savait toujours pas si de cet accouchement il allait garder des séquelles neurologiques, s'il y avait des choses anormales dans son cerveau ou pas. Depuis le début du processus d'hypothermie, on nous avait dit 3 jours d'hypothermie, 1 jour de réchauffement, le 4e jour et le 5e jour, on fait une IRM pour voir si son cerveau est normal et un électroencéphalogramme. Et donc j'ai accouché un lundi. Donc il a été mis en hypothermie lundi, mardi, mercredi, réchauffé le jeudi. Donc théoriquement l'IRM était le vendredi. Sauf que dans un hôpital, faut prendre rendez-vous pour un IRM, c'est dans un autre service, qu'il y a des cas plus prioritaires que d'autres. Et on avait beau s'être informé toute la semaine. Alors le rendez-vous pour l'IRM c'est bien vendredi. On chopait tous les médecins qu'on pouvait chaque jour. Toutes les infirmières, même si elles changeaient tous les jours, on leur rabâchait la même chose. On était, je pense pas les plus chiants du service parce que je pense que tous les parents sont pareils. Vous lâchiez pas. On lâchait pas et puis c'était notre seul sujet de conversation. Donc on comptait sur cette IRM du vendredi et finalement on a dû se rendre à l'évidence. Le rendez-vous avait pas été pris pour le vendredi. On sait pas trop s'il y avait pas de place ou si ils avaient préféré attendre. Mais on a compris ce vendredi on n'aurait pas ce diagnostic et nous on savait toujours pas quoi dire à nos proches. Je pense que c'est peut-être à ce moment-là qu'on a commencé à dire à nos copains que Léonard était né parce que ça faisait 5 jours qu'on répondait plus à nos portables et tout le monde commençait à s'inquiéter. Et en même temps les médecins du service commençaient à nous dire que même en l'absence de diagnostics médicaux, cliniquement, Léonard avait l'air d'aller bien. Et que potentiellement, si des places devaient se libérer en service de réanimation, on pourrait le transférer ailleurs. Et du coup, on est retourné se coucher le vendredi soir avec cet espoir-là. Et quand on est retourné le voir le samedi matin, heureusement on avait été prévenus, mais la scène était un peu bizarre. On est arrivé dans le service, bonjour, on est les parents de Léonard, on traverse le couloir comme d'habitude, on arrive devant sa chambre, et là il y avait plus marqué Léonard sur l'ardoise, et il y avait marqué un autre prénom, et il est plus dans son lit, quoi. Oh là là. Donc on cherche le médecin, notre pédiatre de référence, qui n'était pas là parce qu'on était samedi, c'était le week-end. Donc on cherche l'infirmière qu'on avait l'habitude de voir, qui n'était pas là non plus. Donc on croise une autre infirmière qui dit, on lui demande, vous savez où est Léonard ? Et c'est à peine si elle voyait de qui on parlait. Elle nous dit oui, il est monté en néonatologie, donc un étage au-dessus.
On vous avait pas prévenu? Non, personne nous avait prévenu, alors que bon, je dormais quand même, on dormait quand même 2 étages au-dessus. J'avais une sage-femme de référence, ils auraient pu passer un petit coup de fil pour nous choper à la sortie de la chambre, quoi. Bon, c'est pas grave. On en avait déjà parlé la veille, heureusement, donc on est allés tout seuls comme des grands au service de néonatologie. Voilà, on prend contact avec la nouvelle équipe médicale, on lâche rien, on demande quand est-ce qu'on aura cette IRM qu'on attendait avec impatience. Et là, c'est de nouveau une petite douche froide parce que la nouvelle pédiatre en charge du service nous dit ah, mais l'IRM en néonatologie, on la pratique pas au jour numéro 5, on la pratique au jour numéro 10. Le jour numéro 5, c'est un processus spécial réanimation, mais nous, pour nous, c'est pas représentatif, donc il va falloir attendre jusqu'au jour numéro 10. Donc là, on se dit, mais c'est quoi? C'est le milieu de la semaine d'après, qu'est-ce qu'on va faire jusque-là? Bon, on était un peu furieux, mais en même temps, quand on annonce ça à nos familles, nos proches, tout le monde nous dit, mais c'est super, il a quitté la réa, il a bien réagi au réchauffement, il est monté en néonatologie, ce qui est très bon signe. Voilà, on va vers le positif, tout va bien. Et bon, c'est vrai qu'on était tellement dans le flou qu'on voyait même plus ce qui allait bien, quoi. On sent que voilà, on va devoir patienter un peu plus parce que samedi, dimanche, il se passe un peu moins de choses. Pendant ces premiers jours en néonatologie, du coup, on avait le droit de lui faire des câlins, de le prendre dans nos bras et de mettre en place l'allaitement pour de vrai. Ah ouais. Donc oui, il y avait quand même des choses qui sont passées pendant ces premiers jours. C'est que du coup, après le premier pot à pot du vendredi, j'ai eu ma montée de lait immédiatement. Tu l'avais pas eu avant? Non, je l'ai pas eu avant, je l'ai eu au 5e ou 6e jour. D'accord. Donc je sais pas si c'est vraiment le pot à pot qui l'a déclenché, sûrement. Mais du coup, dès le lendemain, on a pu faire les premières mises au sein qui ont plutôt bien fonctionné. Après, ce qui était bizarre pour lui, c'est qu'il a passé ses 4 premiers jours de vie à être nourri par une sonde. Il avait quand même une tétine dans la bouche et je pense que ça l'a sûrement aidé à maintenir son réflexe de succion. Je sais que parfois il y a des parents qui aiment pas qu'on mette une tétine dans la bouche de leur nouveau-né en maternité, mais pour le coup là ça a dû être super utile parce que du coup pendant l'hypothermie il a pas arrêté de téter et du coup la mise au sein a pu se faire. D'accord. Le seul truc c'est que il était encore un peu sonné de sa morphine et de ses anesthésies en tout genre. Du coup, il était un peu dans les vapes. Du coup, il tétait peut-être 5 minutes, puis il s'endormait. Voilà, il n'était pas en état de se nourrir entièrement tout seul. Je devais le peser avant la tétée. Le faire téter 10 minutes, un quart d'heure, le peser après. Donc après, on lui faisait chauffer un biberon de la dose qu'il fallait pour compléter la tétée. Le biberon était fait avec mon lait que j'avais tiré sûrement la veille. S'il avait pas bu assez au biberon, on jetait le biberon à la poubelle parce qu'une fois qu'il est chauffé, on peut pas le garder. Et puis on lui mettait une sonde gastrique, toujours avec mon lait, pour compléter. Donc tout ça, ça prenait un temps fou. Tu arrives vite aux 3 heures d'après, en fait, après tout ça. Ouais, c'est ça. Donc souvent, je pense que on commençait par les soins, donc on le changeait. Tété, biberon, sonde. Donc là, franchement, souvent, ça prenait 1h30. Et après, une fois qu'il dormait, là, moi, j'allais en salle d'allaitement tirer mon lait. 1 heure plus tard, ça recommençait. Donc c'était presque un job à plein temps. Mais en même temps... j'étais contente de pouvoir enfin faire quelque chose. Tu agissais directement là. J'agissais directement. Après c'était un peu plus bizarre pour Lucas parce que déjà en néonatologie on n'a plus eu le droit d'y aller tous les deux. Donc ça c'était vraiment très dur au début parce que dès qu'on est arrivé le samedi matin on nous a dit vous ne pouvez pas rester tous les deux dans le service alors qu'on avait été comme des ventouses tous les deux depuis le début et que aller le voir à deux ça nous permettait d'être plus forts. Donc là on nous a dit c'est l'un après l'autre, ce qu'on trouvait absolument
incongru dans ces moments-là où on avait besoin de se serrer les coudes. Et puis surtout, quand on n'était pas avec lui, on savait vraiment pas quoi faire. D'autant plus que dans la chambre d'hôpital, on n'avait pas le droit aux visites. Donc il y en avait un qui regardait machinalement la télé pendant que l'autre s'occupait de Léonard. Et du coup est arrivé le lundi où j'étais en train de le coucher après une séance d'allaitement dans sa chambre, et puis il y a une infirmière qui est venue le chercher en disant je viens le chercher pour l'IRM. Donc ah bon, génial. On avait eu plein de débats avec la pédiatre jusque-là qui nous disait que ce serait pas avant 10 jours, mais bon, très bien. Là, c'était le 7e jour, alors. 8e jour. Ouais, c'était 8e jour. On arrive devant le service de l'IRM, et là, l'infirmière en charge de l'IRM nous dit c'est bien Léo Dupont. On dit non, c'est Léonard. Elle dit ah bon, c'est pas lui qu'on attendait, mais tant mieux, faites-le entrer. Donc c'est une blague. C'était une erreur. Apparemment pas tant que ça, parce que c'était un autre enfant qui avait pas pu venir, et quelqu'un avait dit que dans ce cas-là, Léonard pouvait le remplacer. D'accord. Donc voilà, ils ont fait cette IRM. On a dû attendre le lendemain soir, je crois, pour avoir les résultats. Ah oui, c'est long. Donc voilà, c'est long. Donc pendant 9 jours, on a attendu ces résultats, et le 9e jour, il nous a annoncé que l'IRM était totalement normal, et je pense que c'est vraiment ce jour-là qu'on a recommencé à respirer, quoi. Quel soulagement. Ouais, c'était incroyable. Enfin, on nous a dit que son cerveau n'avait pas de séquelles, et c'est vraiment tout ce qu'on attendait, et l'espoir qui est vraiment revenu dans nos vies, quoi. Donc voilà, après on nous a dit mais cet examen doit être complété par un EEG et puis par des tests cliniques qui sont tout simplement son attitude, sa tonicité, et puis le fait qu'il se nourrisse tout seul, parce que sans ça on laisse pas sortir un nouveau-né de la maternité. Mais voilà, enfin le reste paraissait accessoire, quoi. Ah ouais, le gros était passé, c'est bon. Ouais, voilà, après on était comme des dingues à essayer de le faire se nourrir tout seul, toujours en alternance avec tété, biberon et sonde. On avait l'impression de vraiment commencer à vraiment faire connaissance avec lui, et puis cette deuxième semaine, elle était remplie de bonheur pour nous. Aussi, j'ai oublié de préciser que ça a été un peu dur qu'on nous demande de quitter la maternité, parce que du coup, au bout de 8 jours d'hospitalisation pour moi et pour Lucas qui avait eu le droit de dormir 8 jours à côté de moi, on nous a fait comprendre que on n'avait plus besoin de soins, ni lui ni moi, et qu'il fallait libérer la chambre. On a vidé la chambre et on est retourné vivre chez nous. Quand on m'en a parlé 3 jours plus tôt, je trouvais ça inconcevable de ne pas dormir au même endroit que Léonard, et je pensais que ce serait insoutenable. Puis finalement, ce service de néonatologie, il est fait pour ça. Ça m'a quand même aidé de passer des petites nuits de 5, 6, parfois 7 heures chez moi, et puis de retourner le voir au petit matin pour refaire les tétés du petit matin, de la journée jusqu'au soir, et puis de laisser... Tu tirais ton lait pour la nuit ? Voilà, je tirais mon lait pour la nuit, puis je laissais le personnel lui donner soit des biberons, parce que la consigne c'était quand même de lui donner un maximum de biberons pour l'habituer, et puis de les compléter par la sonde. Et tu passais toute la journée à l'hôpital ? Et je passais toute la journée sans interruption à l'hôpital, au moins de 20h à minuit, parfois même jusqu'à 2h du mat, et je laissais que le biberon de 5 heures à l'hôpital aux infirmières. Finalement, avec Lucas, ça nous a aussi fait du bien de retrouver notre chez nous et un autre univers, et puis de mettre le pied hors de la maternité, parce que pendant 8 jours, à part pour aller déclarer la naissance à la mairie, Lucas était sorti un peu, mais moi presque pas. On n'avait pas mis le nez dehors, donc faire des allers-retours, c'était aussi bénéfique pour renouer avec le monde extérieur.
Et physiquement, comment est-ce que tu arrivais à te remettre? Parce que j'imagine que la première semaine, le focus n'était pas du tout là-dessus, mais tu sortais quand même d'un accouchement qui avait été assez dur. Je pense que j'ai eu un accouchement franchement assez facile. J'ai presque pas eu d'épisio, j'ai presque pas eu de point, j'en ai eu un petit. Et j'ai pas ressenti une douleur extrême après l'accouchement. La péridurale s'est évaporée rapidement, j'ai remarché vite. Et je pense pas que j'ai été particulièrement courageuse sur les douleurs. Je pense que voilà, mon corps a plutôt bien réagi à cet accouchement. D'ailleurs, j'en ai presque un peu voulu à mon corps d'avoir aussi bien vécu le truc, alors que pour Léonard ça s'était pas bien passé, quoi. Donc à la fin de la deuxième semaine, j'étais sur pied, remise. Bon, voilà, j'avais encore ce ventre qui met du temps à se résorber, des saignements assez importants. Bon, voilà, tous les petits désagréments du postpartum que tu découvres, saignements, incontinence et compagnie. Mais j'avais pas mal et je m'en plaignais pas, ou peut-être que je m'interdisais de m'en plaindre, mais j'étais quand même bourrée d'hormones. Je sais pas, d'hormones de gaieté en quelque sorte. J'avais bonne mine, j'avais une belle peau, des super cheveux, j'avais de l'appétit, et tout ce que je mangeais, je le mangeais en me disant que ça allait me servir à tirer mon lait et à aider Léonard, et j'étais dans une super dynamique où je ressentais presque pas la fatigue, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà, deuxième semaine, les bonnes nouvelles plus l'allaitement. Là, on s'est envoyé des tonnes de messages avec Lucas sur le nombre de millilitres qu'il avait pris. Moi, j'avais des tableurs Excel dans mon téléphone. Je notais tous les chiffres et numéros possibles. Et au cours de cette semaine, il a tellement bien évolué que la troisième semaine a super bien démarré avec les premiers repas entiers qu'il a réussi à prendre sans sonde. Je crois que c'était le 22, donc ça devait être le mardi matin. J'étais dans la chambre et il y a un interne qui débarque en lisant sa petite fiche, qui me dit oui, donc Léonard sort demain. Donc je viens faire le dernier test clinique. Et je fais pardon, vous êtes sûr? Ouais. À chaque fois, les nouvelles arrivent au dernier moment, de manière quand on les absurde. attend pas. À chaque fois, on harcelait les infirmières, les pédiatres, et puis c'est d'autres personnes qui nous apportaient les bonnes nouvelles sans le faire exprès. Donc là, on appelle nos familles. J'appelle Lucas en hurlant, en disant qu'il va sortir pour le 23 décembre, donc pour Noël. Donc on était aux anges. Bien sûr, on avait des Noëls prévus dans nos familles. Au début, on se disait qu'on allait le fêter à droite à gauche, puis on s'est vite rendu compte que bon, ça allait un petit peu vite quand même. Donc voilà, on a tout préparé pour sa sortie. On est allé le chercher tous les deux. Le jour de la sortie, on faisait les 100 pas dans sa chambre. On lui a donné son dernier bain, on l'a habillé. Puis on avait déjà rempli 2-3 papiers. On nous avait remis son carnet de santé. On attendait bêtement que quelqu'un vienne nous faire un petit show de sortie ou nous faire la révérence, et en fait non, il était débranché, on lui avait enlevé ses électrodes et vous pouviez y aller on pouvait y aller, ouais. Et on était tellement habitués à ce qu'il soit monitoré, suivi, analysé sous toutes ses formes, voilà, on trouvait ça bizarre de pas avoir de comité de sortie, et en fait les puéricultrices nous regardaient du coin de l'œil et comprenaient pas ce qu'on foutait parce que on n'osait pas se barrer, quoi. On était avec notre cosy. Vous avez senti l'autorisation officielle? Ouais, mais on peut partir. Oui, vous pouvez partir. Donc on a appelé notre taxi et on est reparti avec notre petit baluchon, avec l'impression de voler le bébé, quoi. Et on a pris notre taxi, on est allé jusqu'à chez nous, et là a commencé la vraie vie à trois. 2 semaines et demie plus tard, c'était juste magique, quoi. Comment ça se passe quand on est habitué à l'hôpital pendant 2 semaines et demie, ouais, de l'avoir chez soi et de s'en occuper à 2 entièrement?
Déjà de retrouver la possibilité d'être à 3 ensemble tout le temps, c'est génial. On avait l'impression d'avoir été coupé de ces moments à 3. On n'était que 2 tout le temps et ça nous manquait. Heureusement, à la maternité, on avait trouvé un moyen de s'espionner l'un et l'autre quand on était avec Léonard, parce que depuis le couloir d'arrivée devant le service de réanimation, il y avait un angle vitré dans lequel on pouvait voir la fenêtre de la chambre, et du coup on pouvait s'envoyer des textos en disant non, tu lui mets pas bien sa couche, pas comme ci, pas comme ça. Donc ça nous avait aidé à créer un peu ce lien à 3 malgré tout. Mais là, d'être vraiment tous les 3, on avait l'impression que c'était un cadeau du ciel, quoi. Et après, il y avait un truc un petit peu plus anxiogène, c'est le fait que il avait été suivi, monitoré et médicalisé pendant 2 semaines et demie, et que du jour au lendemain, on lui avait enlevé tous ses fils, toutes ses perfusions, et qu'il était juste chez nous sans rien. Et ça a été un peu dur. Vous étiez stressée Ouais. Bon, Lucas est de nature optimiste, donc il me rassurait un peu. Moi, j'étais un peu plus stressée. La première nuit, je me souviens que le moindre bruit, on sursautait, on rallumait la lumière, on regardait dans son berceau, il dormait à côté de nous. Et un peu comme ça pendant la première, deuxième journée, mais ça s'est vite estompé quand même. Est-ce que ça t'a aidé, le fait d'allaiter, d'avoir un contact direct avec lui comme ça ? Énormément. Ouais, énormément, parce que c'était des moments de communion, de contact, de communication, et puis surtout d'apaisement. En fait, il y avait vraiment une solution immédiate à toutes ces pleurs, c'était la mise au sein. Et à part quelques pleurs de décharge du soir qu'on a eu quelques fois entre 8h et minuit, comme tout le monde le dit, il y avait vraiment peu de fois où il y avait des pleurs inconsolables et où la mise au sein n'était pas une solution. Du coup, c'était comme une arme qui marchait à tous les coups, et une solution qui nous apportait la certitude qu'on faisait ce qu'il fallait, quoi. Suite à ça, on a fait 2-3 rendez-vous à la PMI pour continuer à avoir un petit suivi médical qui consistait presque uniquement à aller le peser. Et donc je pense qu'on en a fait 1 par semaine pendant le premier mois. Ces rendez-vous nous ont confirmé qu'il prenait bien du poids. Et donc ça, plus les apaisements lors des tétés, ça a suffi à nous rassurer et nous conforter dans notre bon rôle de parent, à se dire maintenant il va bien et on fait ce qu'il faut, et on apprend tout simplement à le connaître, quoi. Et en comparaison de ce premier mois très chargé en angoisse, en émotions, comment s'est passé le 2e mois avec Léonard ? J'avais l'impression que c'était un peu notre premier mois, finalement. On est arrivé chez nous presque au bout d'1 mois. Donc le 2e mois, c'était les visites des proches, de nos parents, de nos frères et sœurs d'abord, qui arrivent au moment où on prend nos marques, où on est pas forcément habillé, coiffé, où on n'a pas forcément bien dormi, où on est en train de déjeuner, ou alors on n'a pas mangé de la journée parce que on apprend à pas avoir de rythme pendant les premiers jours, mais en même temps c'est ça qui est un peu drôle au début, quoi. Et en même temps, quand c'est ta famille proche,
C'est fait pour ça aussi. C'est des gens qui sont capables de te voir dans des états un peu moins présentables et c'est des moments extraordinaires de rencontres. Donc c'est des moments assez inoubliables. Puis en plus nous c'était les périodes de fête, donc en fait les gens sont venus fêter Noël chez nous. Donc il y avait tout cet univers un peu féerique. Ensuite il y a eu les premières visites des amis. Alors on s'est pas aventuré dehors beaucoup le premier mois parce que voilà, on s'est aussi dit d'une, il est quand même fragile, il pesait 2,8 kg en sortant, donc c'était un petit gabarit. Il avait été en réa, donc il n'était pas en pleine forme. Puis il y avait le Covid, donc bon, fallait pas non plus multiplier les risques de le perturber. Donc voilà, je pense qu'à part les rendez-vous médicaux, on n'est presque pas sorti ni voir des gens ni se balader pendant le premier mois. C'est les gens qui sont venus à nous, les familles, les amis, et c'était très bien comme ça. Et on a pris nos marques. Puis il y a aussi eu ces premiers moments où Lucas est retourné travailler en physique. Au bout de combien de temps ? Je pense qu'il a dû rester en télétravail peut-être toute la première semaine, donc jusqu'au 1 mois de Léonard. Et après, il est retourné travailler, mais pas à plein temps. En fait, pendant cette période, l'avantage, c'est que tout le monde continue à faire au moins 50% de télétravail. Donc, il a peut-être dû retourner bosser 2-3 jours par semaine. Mais bon, c'était quand même mes premières journées entièrement seule avec Léonard. Donc, voilà, un peu le trac. De se dire ça va, tu vas y arriver, ouais pas de souci, mais en fait pas très rassuré quand même. Le fait de plus du tout avoir les mains libres pendant toute la journée, puis de pas trouver un seul moment pour se faire à manger ou pour se doucher. Donc voilà, les premiers moments sont un peu un test. Parfois ma mère est venue me donner à manger à la petite cuillère pour s'assurer que je continue à m'alimenter. Et puis voilà, j'ai fini par me rôder, à découvrir l'écharpe de portage, à découvrir des subterfuges pour avoir les mains libres. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé pendant cette période-là du deuxième mois ? Tu parles de l'écharpe de portage ? Je m'en étais acheté une pendant la grossesse qui était pas du tout la bonne, qui marchait pas. Je m'en suis recommandé une autre qui était une sling, contrairement à l'écharpe à nœud que j'arrivais pas à mettre et qui était... parce que t'essayes de la mettre à un moment où l'enfant n'est pas calme, donc quand tu fais le nœud, ça prend une plombe et il s'énerve déjà. Et ensuite, dans les tutos, on te dit, une fois que vous l'avez mis, essayez de détendre votre enfant en marchant avec. Mais en fait, c'est le moment où il s'énerve et ça marchait pas du tout. Donc voilà, il me fallait un système efficace, donc j'ai commandé cette écharpe sling sans nœud, juste avec un anneau. D'accord. Que j'ai trouvé hyper pratique. Et vraiment, les premiers jours où je l'ai mise, j'ai senti que c'était une libération au niveau de mes journées, quoi. Tu le mettais pendant la journée dans son... Je le mettais dans la journée. Je pouvais même aller en bas m'acheter un petit plat à réchauffer, le mettre au micro-ondes, manger avec lui dans les bras, vider une machine à laver. Voilà, je faisais pas 1000 trucs, mais j'avais l'impression d'avoir retrouvé une activité en plus du fait de m'occuper de lui, quoi. Et est-ce qu'il y a des conseils qu'on t'avait donnés avant qui ont été utiles à ce moment-là, ou au contraire d'autres qui, toi, t'ont pas du tout aidé ? On m'a sûrement donné plein de conseils utiles que j'ai suivis. Et après, tout conseil est bon à prendre et les gens qui t'en donnent sont super bien intentionnés. Après, c'est à toi de faire le tri. C'est vrai que tu peux avoir plein d'infos contradictoires et même en néonate, d'une infirmière à l'autre et d'une puéricultrice à l'autre, j'avais pas les mêmes instructions et les mêmes conseils, donc parfois c'était un peu énervant aussi de devoir faire le tri entre tout ça. Mais je me souviens d'un conseil qu'on m'avait donné pour me reposer, c'était de dormir quand le bébé dort, et que je n'avais pas du tout réussi à appliquer parce que en fait il s'endormait sur moi au sein et que je n'arrivais jamais à le poser dans son berceau. Et qu'en fait c'était pas possible de dormir quand il dormait, ou alors fallait accepter de dormir avec lui dans les bras ou de dormir avec lui dans le lit, ce que je n'avais vraiment pas du tout envie de faire,
D'une, parce que c'est contre-indiqué par l'OMS et patati patata, et de deux, parce qu'il était trop petit, trop faible, et que j'avais peur de l'écraser et qu'il se passe un truc. Maintenant qu'il est plus gros, qu'il pèse 5 kilos, j'arrive à m'endormir avec lui dans les bras, et je comprends que ça dérange pas du tout des mamans de le faire, parce que t'apprends aussi à avoir des positions sécurisées, à mettre des coussins comme des murailles autour pour faire en sorte que le papa lui se retourne pas sur lui ou qui tombe pas du lit. Mais vraiment au début c'était inconcevable. Et donc voilà, pour moi dormir quand le bébé dort dans la journée, c'était pas faisable. C'était pas faisable. Et donc mes vrais moments de repos, c'était quand il dormait sur moi dans mon écharpe et que je faisais autre chose. Et socialement, c'était reposant parce que je pouvais quand même inviter une copine à déjeuner et puis alors pas faire à manger sur les plaques, mais préparer une salade, mettre la table, mais même manger avec lui dans mes bras. Et voilà, c'était des vrais moments de repos et de communion sans avoir l'impression d'être clouée au canapé comme j'étais avant. Quoi. Mais je dormais que la nuit, et heureusement il dormait aussi la nuit dans son landau, mais sinon il dormait dans nos bras toute la journée, et finalement c'était plutôt agréable de l'avoir sur nous tout le temps, et ça passe vite finalement. Ce premier, deuxième mois, c'est des moments où il a besoin de contact, et ça l'aide aussi sûrement à se construire et à devenir un peu plus fort, quoi. Et en comparaison, le 3e mois était un peu différent, le mois qui vient de s'écouler? Le 3e mois, je pense que c'est le mois de l'autonomie. C'est le mois où on commence à se faire confiance vraiment, où on est moins dans où les angoisses commencent vraiment à s'estomper, à partir. Où on commence à se faire confiance, à avoir des habitudes en tant que parent, puis aussi à percevoir des habitudes chez lui, de positions dans lesquelles il s'apaise, de prise de main qu'il aime bien. En conclusion de toute ton histoire que tu nous as partagée de ces 3 mois, alors la question va paraître peut-être un peu étrange vu tout ce que tu nous as raconté, mais je pose souvent à la fin la question: qu'est-ce qui a été le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus beau, finalement, c'est pas forcément le moment de l'accouchement que j'ai considéré comme le moment le plus beau, sûrement parce que c'est peut-être les minutes d'après, les heures d'après qui ont fait que j'en garderai pas un souvenir si ému que ça, parce que sur le moment il allait bien, on était heureux, tout le monde nous a dit que ça allait, mais je m'en suis tellement voulu après d'avoir choisi cet accouchement naturel et peu sécurisant pour lui que je peux pas dire que le moment où on a fait sa connaissance. Donc je pense que le plus beau moment, c'est peut-être le premier sourire qu'il nous a fait. Je pense que c'était il y a 2-3 semaines, donc environ quand il avait 2 mois et demi. Où là, c'est pas le sourire aux anges qu'il fait quand il a bien mangé et qu'il est en train de s'endormir. C'est vraiment le vrai sourire social qu'il fait en réponse à tes paroles et ton sourire. On était, je pense, tous les deux avec Lucas au-dessus de lui, avec les larmes aux yeux, en train de réaliser qu'il était en face de nous, conscient de ses parents Béa, et qui nous répondait vraiment, quoi. Le plus dur, c'était forcément ces 3 premiers jours, ces 4 premiers jours, voire ces 7 premiers jours d'attente pendant lesquels on n'avait pas le droit de penser, et pendant lesquels on a demandé à notre corps et à notre cerveau de continuer à marcher, manger, dormir, un peu penser, mais sans vraiment être en relation avec le monde vivant, quoi. Je savais pas que le corps était capable de faire ça. Vraiment, je pense qu'on avait tous les deux l'impression d'être des robots, bien que on faisait en même temps la connaissance de Léonard et qu'on était quand même tous les jours remplis d'amour pour lui, mais
Voilà, émotionnellement, on était en pause et c'était ça qui était le plus difficile, c'était de pas avoir le droit de ressentir quoi que ce soit. Aujourd'hui, on n'est toujours pas sûr qu'il y aura pas de séquelles pour Léonard dans le reste de sa vie, et il aura quand même un suivi médical plus ou moins rapproché jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc c'est un peu dur au quotidien aussi, même si j'ai conscience qu'on a énormément de chance que les séquelles soient aussi pauvres et que Léonard s'en sorte aussi bien, et je pense qu'il a eu une super bonne étoile pendant ses premiers jours. Mais je sais que ça va être dur de retrouver cette insouciance qu'on aurait peut-être eue si on avait vécu un accouchement plus normal. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ce témoignage et ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi. Bouleversant ce début de vie avec Léonard. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci Clémence. J'espère que cet épisode vous a plu. Il dure presque le double du temps des autres épisodes. Nous avons terminé avec Anne-Sophie dans le noir. Je ne m'étais même pas rendu compte que la nuit tombait. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter le podcast Prélude sur Apple Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le 4e épisode avec Antoine. À bientôt!